Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon vendredi matin, tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. C'est Isabelle avec vous. On va passer les 2 prochaines heures ensemble. Êtes-vous bien assis? Là, j'ai des questions pour vous ce matin. Combien de cartes de crédit avez-vous dans votre portefeuille? Êtes-vous obligé de les compter? Et ça commence à faire beaucoup si on est obligé de les compter. Évidemment, on est tous conscients du fait que parfois, on consomme un peu trop. Connaissez l'adage, hein? Tu sais, des fois, tu as des mauvaises semaines, des mauvaises journées, tu te dis, oh, je vais aller faire un petit plaisir, je vais aller magasiner. Tu sais, le bonheur d'aller s'acheter une bébelle dont on n'a pas forcément besoin. Mais c'est magnifique. Avez-vous déjà remarqué à quel point ça nous fait du bien? Évidemment, il y a des gens qui s'intéressent, s'occupent et nous occupent aussi de la chose parce que vous savez que les consommateurs, dans le fond, tiennent la société. Oui, je me dis, est-ce que c'est trop? Mais non, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je pense que les consommateurs et surtout la classe moyenne tient à bout de bras la société et son PIB. Mais je vais laisser mes invités vous parler de ça parce que j'ai 2 auteurs qui viennent de publier un livre que je vous recommande chaleureusement parce que c'est une réflexion sur notre société de consommation. Le titre, c'en est fait de notre société de consommation. Évidemment, c'est un titre choc, Jacques Nantel, mon chroniqueur habituel. Ben oui. Merci Jacques d'être là. Jacques Nantel, prof émérite à HEC Montréal, grand spécialiste du commerce de détail. Tu le dis dans ton livre, Jacques, depuis 50 ans, tu as étudié, enseigné l'art du marketing, l'art de nous faire consommer. Mm-hmm. Et est-ce que tu regrettes? Non. De nous avoir embarqués là-dedans? Non. Mais les choses ont changé. Hein. C'est sûr, dans le livre, je le dis, j'ai contribué beaucoup à la créer, cette société de consommation, il n'y a aucun doute. Maintenant, on est peut-être rendu ailleurs, puis je suis quand même encore assez lucide pour m'en rendre compte. Voilà. Et j'ai avec moi ta co-autrice, Isabelle Thibault, qui travaille depuis longtemps dans les ACEF, ces associations qui aident les consommateurs un peu à bout de souffle, n'est-ce pas Isabelle? Mm-hmm. Anthropologue de la consommation. Quand vous en êtes arrivé à cette conclusion, parce que c'est une affirmation, vous dites, c'en est fait de cette société de consommation. Isabelle, c'était à la suite justement de témoignages de gens que vous aviez aussi qui étaient à bout de ne pas être capables de payer tous ces comptes parce que ça finit par s'accumuler? Bien, de témoignages, mais de voir aussi s'élargir le visage des gens qui ont besoin de soutien et d'accompagnement. Quand on sait que c'est 7 personnes sur 10 qui s'endettent, bien, c'est quand même significatif. Et là, tu te dis, OK, c'est pas juste 7 personnes perdues sur 10, c'est un symptôme de quelque chose de plus large, de plus grand. Puis là, ça vaut la peine de se questionner sur les aspects plus structurels et systémiques, ce qu'on s'est efforcé de faire dans ce livre. Hey, 7 personnes sur 10 qui s'endettent de plus en plus d'année en année. Hein, ça, c'est un fait, ça, Jacques, on est de plus en plus endetté. Mm-hmm. Je pense que vous dites dans votre livre, c'est 182 %, c'est ça, le taux d'endettement. Oui. Est-ce que ça comprend les hypothèques? Oui, ça comprend les hypothèques, tout. Mais il faut bien comprendre que tout le monde n'a pas de maison, puis tout le monde n'a pas nécessairement une hypothèque, même s'il y a une maison. Grosso modo, on est rendu à peu près à 50-50, 50 de dette hypothécaire, mais 50 ce qu'on appelle la dette rotative, ça, c'est les cartes de crédit, c'est tout le reste. Et c'est ce bout-là, évidemment, qui fait particulièrement mal. Oui, c'est ça. Les cartes de crédit, c'est l'enfer, Isabelle. Bien, les taux d'intérêt à 20 c'est l'enfer. Hein. Puis déjà, juste pour dire, on a déposé le manuscrit un peu avant le mois de mai, ou au mois de mai, on était à 182 on est déjà à 186. C'est ça, hein? Oui. Mais ça veut dire, expliquons aux gens ce que ça veut dire, ce pourcentage d'endettement. Bien, ça veut dire qu'en fait, sur mon revenu complet, c'est le 100 du 182, puis le 82 c'est ce que j'ai d'endettement en plus. Donc, je suis endetté à 182 du 100 de mon salaire. Donc, sur chaque dollar que je gagne, il manque 82 sous pour payer mes dettes. Mais là, est-ce qu'on est capable de freiner ça ou revirer cette situation de bord, Jacques? Ça, c'est la question. Hein, c'est la question. Il faut bien comprendre, tu l'as mentionné, Isabelle, d'entrée de jeu, les consommateurs, c'est nous qui tenons l'économie à bout de bras. 60 littéralement du PIB, c'est nous qui poussons, là, on tient ça comme des cariatides. Là. On pense toujours, puis souvent les gouvernements vont nous dire, nous autres, on
fait notre part, c'est difficile, l'économie, les entreprises, etc. Mais oui, les gouvernements investissent, contribuent au PIB, les entreprises contribuent au PIB, chacune à peu près à hauteur de 20 %. Ce sont les consommateurs qui sont à 60 %. Et ces mêmes consommateurs, pour tenir l'économie à bout de bras, doivent s'endetter de plus en plus. Et il est là le problème. Isabelle? 60 % donc, la consommation représente 60 % du PIB. Donc, ce sont vraiment les consommateurs. D'où toutes ces campagnes pour nous faire acheter, finalement. Absolument. Demain, là, on va se le dire, demain, les consommateurs décideraient de baisser leur consommation, baisser donc leur endettement, le PIB tomberait, chuterait. Et on veut pas ça. On veut pas ça comme société. On est dans une course à la croissance presque éternelle. Le problème, c'est que, et là c'est le point de vue économique que je vais faire valoir. Isabelle est très bonne pour faire valoir le point de vue sociologique et anthropologique. Sur le point de vue économique, ça devient dangereux. Même le gouverneur de la Banque du Canada, on peut pas tout à fait dire que c'est un marxiste-léniniste, lui-même s'en va dire, on commence à avoir un sacré problème d'endettement des ménages. Ben oui. Et je pense que tout le monde le... Et surtout depuis les dernières années. Absolument. Mais en même temps, le gouverneur de la Banque du Canada, il a contribué pas mal. Est-ce qu'on aille là, Jean? Oui, non, ça c'est sûr, en augmentant les taux d'intérêt, ça c'est clair. Mais ça a eu un impact direct sur sur la capacité des gens aussi à rembourser. Isabelle, j'imagine que vous devez voir ça. Vous, des gens qui vous arrivent et qui disent, là, regarde, moi, je suis plus capable. Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est l'augmentation vraiment significative du coût de l'habitation. Ouais. Et ça vient gréver, évidemment, sur les autres dépenses, mais ça vient aussi gréver sur la capacité qu'on a à rembourser nos dettes. On a vu... Et là, qu'on parle d'hypothèque ou qu'on parle de loyer. Là, parce que tout le monde a besoin de se payer un toit sur la tête. Absolument. Un toit, c'est un bien. Là, c'est pas encore... On dit que c'est un droit, puis oui, c'en est un, mais c'est quand même une marchandise. Là. Absolument. Dans notre société, c'est quelque chose qu'on a laissé être une marchandise, alors que ça devrait en partie être un droit. C'est quand même pas un luxe de pouvoir avoir un toit sur la tête. Là. Mais ça le devient de plus en plus. Et ça, c'est sûr que ça vient gréver sur une bonne partie des autres dépenses, comme je le disais, sur la capacité ou d'épargne ou de remboursement du crédit. Oui, l'alimentation aussi. Absolument, oui. En fait, il y a des postes, vous dites, il y a 3 postes principaux. Jacques Nantel, peut-être revenir là-dessus. Oui, de manière historique, ça, c'est vraiment intéressant. Si tu prends alimentation, transport et habitation, c'est 60 % de nos dépenses. C'était 60 % de nos dépenses dans les années 40. Ce l'était à peu près jusqu'au début de la pandémie. Aujourd'hui, là, ça a tout été complètement bousculé. Alors que l'habitation, normalement, là, ou avant la pandémie, ça représentait à près 30-32 %. On est rendu maintenant à près 40 %. Les deux autres demeurent élevés. Donc, on a dépassé le fameux 60 %. Les trois ensemble, on est plus dans l'ordre de 70-72 %. Ce qui veut dire que pour toutes les autres dépenses, des choses aussi banales que, mettons, ton linge, une bicyclette pour le plus jeune, juste se payer un meuble parce qu'on en a besoin pour le remplacer, rien de luxe là-dedans. Là. Oui, t'es dans les besoins. Là. Oui, on est encore dans les besoins. Tu sais pas encore créer des besoins. Là. Non, j'ajouterais la retraite. Hein, oui, la retraite. Je veux dire ça, on est toujours dans une lecture à court terme. Isabelle Thibault, auquel on pense jamais, la retraite. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ben, on y pensera plus tard. Exactement. Puis on n'a pas envie d'y penser, puis je comprends parfaitement, mais on pense souvent des dépenses à court terme, mais à moyen long terme, je veux dire, il faudrait avoir 2 piastres de côté au moins. Oui. Oh mon Dieu, ça c'est fascinant. Des fois, quand je vais au guichet automatique, les gens, des fois, ils laissent traîner leurs petits coupons. J'avoue que je suis un peu curieuse. Des fois, je regarde le solde. Des fois, là, tu tombes sur... C'est des sous, hein? Oui. Des fois, il y a comme 45 piastres. 90 $. Là, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont placé le reste dans un compte d'épargne puis qu'ils font juste des transferts au besoin. Ah non. Mais je pense pas que ça soit ça. Non, c'est extrêmement intéressant ce que tu mentionnes parce que il y a toutes sortes de chiffres, puis ce sont des chiffres réels là, qui flottent. Là. Par exemple, que le niveau d'épargne des Québécois serait à 13 %. C'est vrai. Mais ça, c'est une moyenne. Ouais. C'est que le dernier quintile, là, les gens les plus riches, là, ceux qui gagnent 200 000 et plus, là, eux autres sont capables d'épargner. Puis si tu prends leur épargne puis tu répartis ça sur l'ensemble des citoyens, on a l'air d'épargner beaucoup. La réalité, c'est que 70 % des gens ne sont pas capables d'épargner. Puis le 30 % des gens qui sont capables d'épargner, eux autres sont capables d'épargner beaucoup. Voilà. J'ai envie de donner nos numéros de téléphone aux gens là, parce que je suis sûre que ça génère des réflexions, que vous soyez à la maison, en télétravail ou dans votre voiture. Vous pouvez nous parler directement, poser même des questions à Isabelle Thibault et Jacques Nantel, mes invités, qui viennent de publier ce livre fort intéressant, qui est une affirmation, en fait. C'est en effet de notre société de consommation. Êtes-vous d'accord avec ça, d'abord? Puis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Je m'inclus là-dedans parce que moi, c'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs années. On s'en parle souvent, Jacques. Ben oui. Fait des documents
documentaire là-dessus pour répondre à mes propres questions. Un excellent documentaire, d'ailleurs. Non, tu fais partie. Et bref, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à dire, OK, je vais pas de déconsommer, puis on va en parler tous les trois, là. C'est pas de dire on va déconsommer, c'est de dire on consomme peut-être un peu moins et certainement différemment. Vous faites le 1-877-827-2346 pour m'écrire. Vous faites isabelle@cube.ca. C'est ça la question, en fait. C'est de dire, est-ce qu'on est prêt, non pas à déconsommer, parce qu'on s'en parlait, la déconsommation, c'est pas ce qu'on souhaite. Non. Ça aurait peut-être même un effet néfaste sur l'économie. Absolument. Mais on peut plus continuer de dépenser comme ça sans compter. Je pense que même au-delà du fait qu'on soit prêt ou pas, ça va devoir se faire pour des raisons environnementales ou économiques ou de santé mentale. Ouais. Les gens, ils craquent, là, être endettés puis perdre du pouvoir d'achat parce que tu rembourses une forte portion. Peut-être ton argent part en remboursant des taux d'intérêt. T'as pas de plaisir pour ça, t'as pas de fun pour ça, t'as pas de bouffe dans le frigidaire pour ça. Ouais. On va devoir changer. On arrive au bout d'un modèle qu'il va falloir recomposer, je pense. Il y a quelqu'un qui m'écrit « Je n'ai plus de carte de crédit depuis 12 ans et je m'en porte beaucoup mieux. Maintenant, j'achète lorsque j'ai de l'argent. Sinon, je m'en passe. Plus d'intérêt à payer. » Ça, c'est une bonne personne qui est... Mais je suis pas sûre que tout le monde ait cette sagesse, par exemple. Non, là, mais... tout le monde n'a pas cette sagesse. Puis c'est drôle, hein, Isabelle, parce que toi, t'es jeune, mais moi, je suis à un âge où je me souviens des plans de mise de côté. Ça ne dirait probablement rien. Certains de nos auditeurs, de nos auditrices qui se souviennent de ça. Aujourd'hui, là, on achète, si on est chanceux, pratiquement content, mais généralement, on achète sa carte de crédit. Plutôt, ouais. Il y a une quarantaine d'années, c'était l'inverse. On allait voir un marchand, puis on disait, regarde, ce meuble-là, je le veux. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de crédit, je ne veux pas m'endetter. Ça fait qu'on va y aller sur un plan mise de côté. Je viens te porter... Comment ça marchait? Je viens de porter là, un 10, un 15, un 20 $$ par semaine, puis quand il est payé, je pars avec. Mais on n'avait pas l'objet avant. Non, mais il n'y a pas d'intérêt. Dans le fond, c'était de l'épargne forcée. Tu dis ça aujourd'hui à un jeune, il va dire, ouais, c'est malade ton affaire. Non, mais c'est malade parce que tu penses à un iPhone, par exemple, un téléphone intelligent. Le temps que tu le rembourses, c'est déjà plus bon. Oui, mais tu peux mettre un plan de mise... Ils en ont sorti 3 depuis. Oui, mais tu peux faire avoir un plan de mise de côté sur le iPhone 18 quand tu seras là, peu importe. Mais l'idée qui a disparu complètement, c'est l'idée d'attendre, d'économiser et d'acheter à ce moment-là. Mais c'est pas des concepts, ça, justement, de marketeurs? Ah ben oui. Nantel? Non, mais ça, lorsque j'ai dit d'emblée que j'ai contribué à créer cette société de consommation, je lève la main, je l'ai fait. Je le regrette pas entièrement parce qu'il y a des bons aspects également à ça. La question qu'on pose maintenant, c'est avec tout l'arsenal marketing, puis Dieu sait que je le connais, cet arsenal-là, y a-tu moyen d'amener une offre pour des besoins qui seraient plus conséquents, à la fois pour les consommateurs et pour notre société? Je te donne un exemple, là. Si on est capable de vendre des autos, là, puis on se comprend, là, l'auto moyenne là, qui va être vendue cette année, là, elle coûte à peu près 70 000 $, OK? Au lieu de vendre une auto ou même une deuxième auto à un ménage, y a-tu moyen à un moment donné, comme société, de dire non, ce qu'on va vendre, puis ce que je veux dire, c'est terrible, là, mais c'est un bon système de transport en commun. Pas une patente à chenoute, là, où tu attends ton autobus, là, les deux pieds dans le slot, avec une correspondance entre les dents, là, quand il fait froid. Pas ça, là. Mais c'est ça qu'on a, là, en ce moment. C'est ça qu'on a. C'est le choix moi, je veux bien acheter un produit qui n'existe pas, mais j'attends qu'il sorte. Ben oui, mais si ça existe pour le marketing des biens individuel, privé, ça peut exister pour des biens collectifs. Il faut s'en donner les moyens. Il faut avoir un raisonnement, puis ça, on ne s'agit pas de vendre n'importe quoi à n'importe qui, il s'agit juste de planifier. L'idée, c'est la suivante, c'est que, puis le calcul est bien facile à faire, au lieu de payer 2 autos qui restent dans ton stationnement à se déprécier, peut-être que pour une fraction de ça, tu pourrais avoir un système qui est beaucoup plus performant et ces systèmes-là, ils existent. Puis ce qu'il y a derrière, ce que Jacques dit, c'est des choix de société, c'est des choix politiques, c'est un regard qui est différent et ça ne veut pas dire que ce serait moins confortable, moins intéressant. Il faut juste arrêter de penser que on se retrouve dans la marche normale du monde, puis c'est comme ça, puis on n'a pas le choix. C'est des choix sociaux et collectifs qu'on fait sans trop s'en rendre compte. Mais on pourrait faire autrement. Oui, on peut toujours tout faire autrement. Mais le discours du choix, c'est de dire... Parce qu'en même temps, c'est beaucoup...
On pointe beaucoup du doigt, je trouve, les consommateurs. Autant, là, on vient de statuer, les consommateurs tiennent à bout de bras l'économie. Absolument. Puis il faudrait leur reconnaître, leur donner un petit peu plus de crédit, finalement. Oui. Je pense que dans votre livre, vous rappelez d'ailleurs qu'au lendemain du 11 septembre, c'est le président Bush qui avait dit... sortez ce soir. Allez acheter pareil. Je me souviens de son discours ce soir, allez acheter. Parce que l'idée était la suivante. Juste avant le 11 septembre, on l'a oublié, mais les États-Unis étaient sur le bord d'une récession. Alors, avec ce coup fatal-là, ils se sont dit, ça y est, on va tomber en récession. Le président des États-Unis, quand même, s'en va faire un discours public en disant, ce soir, sortez, allez magasiner pareil. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu arrêtes de consommer, l'économie tombe. Et je veux dire, c'est encore vrai aujourd'hui. Le même discours tiendrait. Puis je vais même aller plus loin. Le fait que l'économie soit à ce point conditionnée puis tributaire de l'endettement des ménages, on tient deux types d'économies. On tient l'économie réelle, le PIB, mais on tient toute la financiarisation également de l'économie. Ouais. Demain, là, t'arrêtes de consommer, donc t'arrêtes de t'endetter. On va dire une chose, les banques, là, ils montent de la misère. Exactement. Donc, ça, j'aime bien qu'on remette le crédit, tu sais, quand même, parce qu'on a tendance à pointer du doigt puis à dire, ah oui, mais le monde, mais ils achètent sans bon sens, ils sont surendettés, mais check-les. Ils vont dans des tout inclus l'hiver, ils se perdent une croisière qui n'ont pas les moyens de se payer, leurs cartes de crédit sont pleines, ils vont magasiner, les centres d'achat sont pleins. Moi, quand on me dit, mais oui, mais les gens, ils pensent pas, regarde les centres d'achat. Mais on n'arrête pas d'en faire, on s'en parlait dernièrement, le Royal Mount qui vient d'ouvrir, il y a la place Versailles, partout, il y en a, ça pullule, puis après ça, on va dire aux gens, mais oui, mais pourquoi t'achètes? Absolument. Entendons-nous bien. Quand je parlais de choix tantôt, je parlais vraiment de choix de société, pas de choix d'individu. Puis je pense que ce que les gens font, puis il faut faire justement, je suis d'accord avec toi, très attention de ne pas cibler les gens sur une base individuelle parce que c'est trop facile. Je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est une quête de sens. Ouais. Derrière la consommation. Voilà pourquoi ça nous fait si du bien. Exactement. C'est beaucoup plus grand que d'aller magasiner. C'est de tenter de se remplir de quelque chose. Et ça, c'est triste. C'est triste à mort. Parce que moi, je vois des gens qui ont d'excellents revenus, qui sont exactement là où ils n'allaient pas et qui sont pas plus heureux. Non. Et ça, c'est un constat tellement difficile. Et c'est le prix à payer sur une base individuelle pour des choix qu'on a fait collectivement, mais qu'on n'a pas vu qu'on avait fait. Ouais. Donc, mais c'est difficile. Ça demande une grande capacité de contrôle quand même. Puis à chaque fois qu'on sort notre carte de crédit, puis il y a Kathleen qui me dit, moi, mes parents nous ont éduqués en nous disant, si t'as pas l'argent, t'achètes pas. On a déjà entendu ça. Absolument. Bon, puis elle dit, moi, j'utilise juste ma carte de débit. J'ai une carte de crédit, mais je l'utilise pas. Moi, j'ai envie de lui dire, c'est plate, vous perdez plein de points, Kathleen. Mais... On pourrait en parler, Isabelle, on fera une chronique juste là-dessus. Mais quand même, tu sais. Mais c'est intéressant que les gens qui nous écrivent nous disent qu'ils sont des bons consommateurs. Mais tout le monde, parce qu'il y en a 7 sur 10 qui ont de la difficulté, puis eux autres, ils ont tellement honte qu'ils nous écriront pas pour nous dire qu'ils ont de la difficulté. Alors que... Et c'est eux qu'on... Appelez-nous. Appelez-nous. Si vous avez de la misère, là, appelez-nous. On va vous donner des petits trucs. En tout cas, on va vous écouter. C'est pas parce que vous êtes pas bon. 1-877-827-2346. Non, très juste, Isabelle Thibault. C'est pas parce que les gens sont pas bons, sont pas capables de se retenir ou savent pas compter. Non, on fait partie d'une mécanique qui nous dépasse et c'est tellement facile. Tout est en place pour qu'on sorte de nos prévisions, de nos petites listes, de nos... C'est pas parce que vous êtes pas bon et c'est vraiment la chose à retenir. Mais Kathleen, dans son message, dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, j'ai une carte de crédit, je l'utilise pas, mais je l'avais demandé parce que quand j'ai voulu m'acheter une voiture, je passais pas si j'avais pas de crédit. Et c'est ce qu'on dit aux jeunes aussi qui sortent de l'école. On leur dit, pour ça qu'on leur envoie quasiment les cartes de crédit à 14 ans, j'exagère à peine. Donc on dit, si t'as pas de carte de crédit, il faut que tu montres que tu es capable d'avoir du crédit. Mais ça montre exactement un des pièges structurels et systémiques. Se faire un nom en s'endettant, ça ne devrait pas exister. Pourquoi on se ferait pas un nom en épargnant? Ouais. Ça se pourrait aussi. Et je pense qu'on a Kathleen au bout du fil. Bonjour, Kathleen. Bonjour. Je dis, mon Dieu Seigneur, est en train de lire mon texte? Oui, je lis tout le monde. Puis justement, là, vous avez dit pas de crédit, pas de char. C'est ça? Non. Et le pire là-dedans, c'est que c'est ça, j'avais un travail et puis c'est sûr que je payais mes choses régulièrement. Et mon père a été obligé de m'endosser. Quel âge vous aviez? J'avais dans la vingtaine passée, là, quand j'ai acheté ma première voiture. Mais c'est ça, on me dit, vous passez pas, vous avez pas de carte de crédit. Puis là, je vais 2 jours m'arrêter, c'était un monsieur Robichaud. Là, je l'ai regardé, je dis, voyons donc, vous avez la preuve que je travaille, j'ai pas de dette.
j'achète, comme on dit à l'époque, ça commençait, la carte de débit. Ouais. J'achète, mes parents nous ont éduqués comme ça. Et mon père, a signé pour l'endossement parce qu'il savait que j'allais payer, parce qu'un endosseur, on s'entend, est responsable. Ben oui, c'est allé sur le crédit de votre père, là. Ouais. C'est ça. Alors, j'ai eu ma première voiture comme ça. Et là, j'ai fait des démarches. Et puis, j'ai eu ma première carte de crédit. Mais j'utilise jamais ça. Jamais ça. Je vais au magasin, c'est toujours la carte de débit. Si j'ai pas l'argent, j'ai été éduquée comme ça. Ouais. Mais je pense, on va se le dire, Kathleen, c'est parfait pour vous, mais je pense que Isabelle Thibault l'a bien dit, Jacques Nantel aussi, c'est pas la majorité des gens. En fait, 70% des Québécois font pas ce que vous faites. Non, puis je trouve ça très intéressant que vous choisissiez le mot « éduquer ». Oui, éducation. Parce qu'on insiste beaucoup sur la responsabilité des consommateurs à s'éduquer. Et si on pousse la réflexion au bout, ça voudrait dire qu'une fois éduqués, il n'y a plus de rapport de force entre nous et la société de consommation, ce qui est parfaitement faux. En fait, même une fois éduqués, on est exposé à 10 à 11 000 messages publicitaires par jour et c'est très difficile de garder un rapport rationnel à l'argent alors que la société de consommation est toujours dans une posture émotive. Donc, tant mieux si votre éducation fait le poids, mais je pense que de façon générale, ça marche pas. Messages publicitaires par jour, comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est pas juste de la publicité, là. Tu sais, je regarde sur ton casque d'écoute, là, c'est marqué Shure dessus. Ça, c'est une marque de commerce, c'est une exposition. Ouais. Alors, si je regarde quelqu'un qui a des Nike dans les pieds, etc., tout ça, là, oui, effectivement, on va chercher entre 6 et 10 000. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci beaucoup, Kathleen. On a Joanne au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous, comment ça va, le crédit? crédit? Je voulais vous dire, j'ai 67 ans puis je suis obligée encore de travailler. Ah oui, 67 ans, Joanne, puis vous travaillez parce que vous êtes endettée? Ben oui, il faut les payer, les dettes. Ouais. Et puis, tu sais, la société de consommation, monsieur a créé aussi. Oui. OK? Mauvais garçon. Je suis pas tout à fait d'accord parce que vous irez voir au Café des Deux Pains à Valleyfield combien il y a de monde qui n'arrive plus à manger puis qui n'ont plus de toit sur la tête. Absolument. Là, vous avez raison, madame. Et quand on pense... Mais là, c'est à la société de faire quelque chose. Ouais. Absolument, on a une responsabilité collective face à ça. Et il faut se le rappeler. Hein, oui, mais c'est les premiers qui payent les plus chers qui devraient être plus responsables. Vous avez raison. Vous avez tous des appels fiscaux. Moi, j'en ai pas. Ouais. Combien vous avez de dettes, Joanne? Là, il me reste 124 000 à payer pour ma maison. OK, c'est une dette hypothécaire. Vous êtes propriétaire de votre maison? OK. Ça fait 12 ans pas, j'ai réglé toutes mes cartes de crédit, j'en ai qu'une seule. Ben ça, c'est super. Donc, vous êtes consciente de ça. Joanne est consciente. Merci beaucoup de votre appel. On a Junior au téléphone. Bonjour, Junior. Oui, Junior, est-il là? Junior m'écrit, en tout cas. Êtes-vous là? Oui, je suis là. Oui, on vous écoute, Junior. Oui, bonjour. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, simplement, c'est ça, comme je disais à votre recherchiste. Moi, je suis un jeune entrepreneur de 35 ans. Je débute en affaires depuis un peu plus de 5 ans. Puis, c'est de parler de la difficulté un peu de ma génération. Ouais. En fait, oui, il y a les dettes de carte de crédit, il y a la difficulté de l'accès à la propriété. Ouais. Un peu plus tôt, je ne sais pas si c'était à votre émission, à celle de Mario Dumont, qui parlait d'une économie d'héritage. Ouais. J'ai une famille dans une posture un peu plus difficile. Puis voilà, c'est très dur pour ma génération d'arriver et disons, arrondir les fins de mois. Puis moi, déjà, je suis dans une bonne posture. J'ai relativement un bon salaire. Donc, je comprends un peu mal comment les gens de ma génération qui sont en soi employés, qui débutent avec des dettes de cégep ou etc., d'université, et qui doivent vraiment faire un peu comme moi, accéder à la propriété, se développer une entreprise. Ça aide pas beaucoup. Avec l'inflation des dernières années, c'est un peu comme si on mange des coups de poing à la figure à chaque fois. Si c'est pas la COVID, si c'est pas l'inflation, puis t'as beau être un bon citoyen, c'est-à-dire payer tes responsabilités civiles. Je paye énormément d'impôts au niveau de mon entreprise, au niveau personnel. Ouais. Puis j'ai l'impression que à chaque fois que j'essaie, je mange un coup à la figure. C'est dur de se relever, c'est dur d'essayer aussi tous les dommages de la vie aussi. Ben, je pense que pour une portion d'entre nous, les dés sont pipés. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez mettre la main sur notre livre. On commence en disant que souvent, je trouve que, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de cartes Jouer au trou de cul.
Hein, c'est bon ça, Isabelle. Le trou de cul, il donne ses meilleures cartes au boss, puis il est pas mal sûr de rester trou de cul, mais notre société, je trouve qu'elle a souvent l'air de ça. C'est très juste. Les gens les plus petits, les plus coincés, dès qu'il leur arrive quelque chose qui a de l'allure, ben ils vont payer d'une autre façon. Et malheureusement, pour ceux qui en ont plus, ça va être toujours plus facile d'en avoir plus. Mais ça, c'est ce qu'il vient de nous dire. Merci, Junior. Ce qu'il vient de nous dire, là, puis ça mériterait là, qu'on s'en reparlera parce que c'est un grand sujet, mais l'espèce d'héritage que vont laisser certains Québécois à leurs enfants. Je disais dernièrement que si, justement, un jeune d'aujourd'hui, là, de 20 ans, s'il n'y a pas des parents qui sont en moyen, il ne sera jamais égal, il n'arrivera jamais à se faire. Non seulement ça, Isabelle, mais les chiffres, ils sont connus, pardon. Pour le Québec, là, c'est 453 milliards qui vont être transférés des boomers vers surtout vers les Y maintenant. Ce 473 milliards-là, il faut bien comprendre que c'est 1% de la population qui possède ça, qui vont être transférés à leurs enfants. Autrement dit, 1% de la population possède à peu près 70% des richesses. Ces gens-là, lorsqu'ils vont mourir, l'héritage n'ira pas aux voisins. Il va aller à leurs enfants. C'est que le clivage auquel on assiste en ce moment, beaucoup de personnes qui ne sont pas très fortunées, puis très peu de personnes qui sont très, très, très fortunées, ben, il va s'accentuer. Oui. Et ça, c'est terrible d'une certaine façon parce que c'est comme si ces générations-là, cette jeune génération et celle à venir, c'est comme, puis tu parlais du jeu, là, mais ça me fait penser quand tu vas au casino, puis les gens y vont, là, à cause de ça peut-être, puis tu dis, j'ai perdu, mais je vais me refaire. Mais ces générations-là, ils ont comme perdu d'avance, ils pourront jamais se refaire. C'est ça qui est... Mais ce qui peut changer ça... Il y a des parents qui l'ont compris puis qui ont 3 jobs pour ça, là, d'ailleurs. Absolument. T'sais. Mais ce qui peut changer ça, c'est un filet social puis un contexte social qui permet de passer d'une classe sociale à l'autre. Moi, je suis vraiment le reflet de ça. Mes parents sont ouvriers, c'est des gens qui ont travaillé fort. Je suis allée à l'université. Pourquoi? De Saint-Félicien. Yes, sir. Ouais. Je veux dire, c'est pas mes parents qui ont pu me payer l'université. J'ai pu aller à l'université parce qu'on a accès à un réseau d'universités et à l'école pour un relatif bon coût. Ouais. Mais ça, c'est un choix de société qu'on a fait. Donc, on peut encore faire des choix qui permettent à des gens de dépenser leurs conditions. Mais ça, c'est une vision sociale et collective qu'il faut porter, mettre en place. Ça se peut. Puis si je peux rajouter là-dessus, cette vision-là collective, là, elle n'a pas nécessairement, ça je tiens à inciter, elle n'a pas nécessairement besoin d'être étatique, de passer par l'État avec plus de taxes, plus d'impôts. On a au Québec, déjà dans le passé, développé d'autres systèmes où on consomme de manière collective sans passer par le gouvernement. Les coopératives, Desjardins, Solio, Coopérative fédérée de Québec. Tout ça, c'est des modèles qui ont été développés et qui sont très particuliers. Ils ne sont pas uniques au Québec, ils sont très particuliers au Québec. Ils sont extrêmement efficient. Desjardins, là, c'est pas pauvre. Solio, c'est pas pauvre. Et pourtant, ce sont des organisations collectives. Ça existe. Il y a moyen, à un moment donné, d'acheter des choses ensemble plutôt que chacun pour soi. Mais moi, je crois beaucoup aussi à l'économie de partage. Oui. Là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis en plus, tu parlais d'écologie, d'environnement, Isabelle. Puis moi, je pensais tout à fait là-dedans. C'était cette espèce d'économie circulaire aussi. Là, le concept n'est pas toujours bien compris, mais c'est tellement évident qu'il faut qu'on aille là. Sauf que j'ai tellement de monde qui reste à réagir en fou. Je vais vous lire Maxime qui dit « Le plan de mise de côté dont parlait M. Nantel, je suis dans la quarantaine, ma mère m'a éduquée comme ça. Et lorsqu'on finit par avoir les moyens, ben, l'objet ne nous intéresse plus. C'est ça le pire qu'il dit. Ben, c'est ça. C'est tellement intéressant. Mais saviez-vous quoi? Moi, quand j'étais plus jeune, c'est ça que je faisais. Je me servais du plan de mise de côté, mais je payais pas. Je disais, pouvez-vous me le garder 24 heures? Ouais. Tu sais, la loi du 24 heures, c'est bon dans bien des affaires, ça. Ben, la loi sur la protection des consommateurs joue un peu là-dessus, sécurise, mais beaucoup de consommateurs ne le savent pas. Puis là, tu arrives chez vous, puis finalement, le lendemain, tu dis, bof. J'en avais pas tant besoin, finalement. Et il dit comme quoi, Maxime, il dit comme quoi, souvent un achat est impulsif. Ah ben, c'est clair. Il y a Jocelyn qui dit, pourquoi au lieu d'enseigner les cosinus et la théorie de Pythagore, c'est quand même une théorie intéressante, pareil, pourquoi on n'enseigne pas le crédit, dette et intérêt? Moi, je dis pourquoi on n'est pas capable de marcher tout en mâchant de la gomme. Exactement. Dis, on peut un exclut pas l'autre. Faisons les deux. Mais c'est intéressant, ce point-là. Dans le livre, parler de Pythagore? Non, ben oui, je peux te parler de Pythagore, si tu veux. Effectivement, moi, j'aimais beaucoup la géométrie. Mais pour revenir à ça, c'est quand même assez intéressant parce que d'un point de vue anthropologique, de côté d'Isabelle, ils ont des mots pour ça. En économie, on a des mots pour ça. Mais c'est la même réalité. Ce qui est vrai pour l'ensemble de la société est généralement faux pour un individu. Je m'explique. Si demain,
si demain, on arrête de consommer à crédit, le PIB baisse. Donc, structurellement, si on veut un PIB qui est en croissance de 3 % par année, c'est sûr qu'il faut amener les consommateurs à s'endetter. Il faut qu'on s'endette comme société. Mais en même temps, on va dire à chaque consommateur pris individuellement, ben voyons donc, qu'est-ce que tu as fait là, toi? Tu as été t'endetter. C'est ça. C'est que ce qui est vrai pour le collectif est faux pour l'individu et vice-versa. Ça existe en économie depuis longtemps. On l'enseigne. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'épargne. Ouais. Et pourtant, on le connaît, mais comme société, on continue résolument à fonctionner comme ça. Il y a trop d'économistes qui gèrent nos finances personnelles. Personnellement, je trouve. Il y en a quelques-uns. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Hein? Le premier responsable de sa situation, c'est soi-même. Fait que si on comprend pas dans quoi on s'embarque, t'auras beau avoir une armée d'économistes ou d'avocats autour de toi, ça ira pas mieux. Comment on peut être des meilleurs consommateurs, Isabelle Thibault? Bien, je pense que la question reste collective et systémique, mais si à court terme, on veut avoir une prise sur sa vie, je pense que un exercice qui est intéressant, c'est de tenter de rationaliser notre rapport à l'argent, hein, parce qu'on remplit un trou émotif avec la consommation. Puis là, mon Dieu, je vais vous sortir une bébite des années 30. Hey, tu nous as sorti le trou de cul, tu peux te lâcher, là. Faire son budget. Ah, mais ça, c'est pas le fun. Ah, les je gens t'ai vont vu, dire. la face t'a changé. Oui, j'ai fait comment? Non, mais sérieux. Moi, mon budget, j'ai dans ma tête. Moi, je donne de la formation pour le budget, là, puis les gens me disent, c'est compliqué. Je leur dis, endetté, c'est-tu compliqué? Être endetté, c'est angoissant, ça vous arrête-tu de dormir la nuit? Votre budget vous arrêtera jamais de dormir la nuit. Puis on n'est pas obligé de faire la totale puis de couper les cheveux en 16. L'idée, c'est de sentir qu'on a assez de contrôle, de pouvoir pour faire baisser notre anxiété. Moi, je veux pas que les gens soient parfaits, qu'ils épargnent, qu'ils aient plus de fun. Je veux que les gens arrêtent d'être anxieux, arrêtent d'être stressés. Présentement, les finances personnelles sont la première cause d'anxiété au Canada. C'est là-dessus qu'il faut tabler. Puis je pense que d'avoir une vision juste de ce qui est là, c'est très important. Puis les gens, souvent, sont angoissés juste d'y penser. Puis je dis aux gens, ce qui fait une différence, c'est pas votre réalité, puisque cette réalité-là était pareille il y a une semaine, était pareille il y a 2 jours. C'est votre niveau de conscience. Et la différence, c'est que maintenant, vous avez du pouvoir sur la situation. T'as raison. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être, puis je suis pas celle qui est pour qu'on gère trop les affaires d'en haut, là. J'aime bien quand les gens sont libres de décider, mais des fois, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on aide les consommateurs, les citoyens consommateurs. Quand je vois, puis c'est Jean-Guy qui nous rappelle que dans les années 90, je le disais tout à l'heure, mais ça se fait encore. Lui, il était au cégep, puis il dit qu'il y avait un kiosque qui offrait des cartes de crédit aux étudiants. Absolument. Il y a encore les mêmes maudits kiosques. Puis il n'y a même plus besoin d'avoir de kiosque parce qu'on est virtuel. Isabelle. Moi, mes filles en reçoivent. J'en reçois. J'aimerais ça dire à Fairstone, oui, j'ai un prêt pour mon frigidaire avec vous, mais arrêtez de m'envoyer des marges de crédit à 10 000 $. Mais il y a pire que j'en ça. veux pas. Préapprouvé. Ben voyons donc. Fait qu'il faut, on peut-tu dire ça, là, c'est une pratique illégale? Ben, on peut-tu on pourrait. déclarer que Bien ça, sûr, là, on on pourrait, veut plus ça? mais ce Est-ce genre qu'on de- peut aider les consommateurs? Jean? Bien sûr, on peut le faire, mais en même temps, pour ce faire, il faut que l'État intervienne. Puis on n'aime pas ça. On n'aime pas ça quand l'État intervient. Donc, on est pris Oui, mais vraiment là, entre j'ai l'arbre et l'impression l'écorce. que- Parce qu'il y a pire que ce que tu viens de mentionner. Dans une chronique, on en parlera. Je suis certain qu'il y a des éditeurs qui l'ont déjà vu. Tu vas sur un site, là, je ne le nommerai pas, là, mais un site en particulier, puis tu te fais refuser. Tu viens pour acheter quelque chose, tu te fais refuser ta carte de crédit. Mais tu sais quoi? Tu as une petite boîte qui va s'ouvrir en disant, Oui. est-ce que vous voulez d'autres crédits? Moi, je suis prêt à vous en offrir. Il va être plus cher, évidemment. C'est terrible. Mais c'est sûr qu'on récupère les consommateurs qui sont plus capables, qui sont à bout de souffle, puis on va dire, regarde, tu vas donner un autre petit effort parce que c'est bien important pour le développement économique. Puis je sais que les Shylock, là, un Shylock, c'est 60... T'es pas considéré Shylock tant que tu charges pas 60 je pense, Ça laisse de la marge, hein? d'intérêt. Et Oui, moi, mais- il y a de la marge pour bien Non, du mais, monde. je non, mais trouve. ça, on va se le dire, c'est le taux Isabelle. criminel légal au Canada. C'est ça. C'est C'est légal 60, jusqu'à 60 Mais c'est terrible. On n'a pas besoin de parler de préusurier, là. Puis, pour revenir sur l'intervention de l'État se gêne pas de construire des usines à batterie. L'État se gêne pas d'intervenir dans l'économie. Pourquoi l'État, comme régulateur, n'interviendrait pas pour protéger les consommateurs? Exact. Et juste cette idée-là d'avoir une satanée carte de crédit pour construire son nom, juste ça, ça ferait une différence dans la capacité qu'auraient les gens à ne pas se mettre le bras dans l'engrenage. C'est comme un vieux tordeur. Il y aurait moyen de protéger les gens sans faire de révolution. Honnêtement, là, c'est une vue de l'esprit de penser autre chose. Je suis tellement d'accord avec toi. Il y a un auditeur qui dit, moi, j'ai travaillé à moins de 20 $ de l'heure toute ma vie, mais il dit qu'il n'y a pas de dette, puis qu'il a réussi à accumuler beaucoup de chambouses, mais il dit, voilà, c'est ça, il dit, j'ai jamais eu le câble,
Je me suis jamais payé de voyage. J'ai gardé mes autos 14-15 ans. Et là, on est complètement dans le choix de dire... mais bon, ça... Il y en a bien des gens qui vont dire, mais oui, mais avez-vous du plaisir dans la vie? Moi, je pense que oui. Je pense que faire ça peut amener du plaisir. Mais je voudrais juste revenir sur l'État qui pourrait réguler. Moi, je vous garantis que demain, là, l'État veut réguler l'utilisation des cartes de crédit. Tu vas avoir une révolution dans la rue. C'est clair. Les gens n'en voudront pas. Ils ne voudront pas que l'État intervienne. Par contre... tu es en train de me faire une prochaine question de discussion? Oui, on pourra en parler beaucoup. Par contre... offre autre chose, offre d'autres façons de consommer, offre éventuellement des choses que tu n'as pas besoin d'acheter individuellement, mais que tu peux partager. Là, ça va commencer à changer. Pour l'instant, tu as deux choix. Tu t'endettes puis tu consommes, ou ben non, tu es malheureux. Ou tu lis le livre « Sans effet de notre société de consommation ». Sincèrement, je vous le conseille parce qu'il y a plein d'informations fort pertinentes là-dedans. Et c'est aussi une réflexion, je pense qu'il faut que tout le monde ait. Parce que moi, je suis assez convaincue qu'il faut qu'on change de paradigme. Oui, vraiment. Puis n'oubliez pas que vous êtes bien plus beau que votre argent, vos dettes, puis votre réussite financière. Vous êtes bien plus beau que ça. Arrêtez ça. C'est vrai. Voilà. Et merci beaucoup, Isabelle Thibault. Merci. Jacques Nantel. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Vous restez là. On revient tout de suite après la pause. Puis là, on va parler du système de santé puis de tous ces patients qui se sont fait dire non pour aller passer des tests et tout ça. J'ai un médecin qui va nous raconter quelque chose. Vous n'allez pas en revenir.